7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'Hollywood et du climat. C'est bizarre, non ? Je ne vous fais pas dire. Alors, pourtant, c'est vrai que c'est pas le croustillant qui manquait. Cette semaine, c'était un peu le festival. Mais comme je suis relégué en fin de semaine, tout ça parce que je suis un mâle blanc hétéro et que bouclé et jaloux de mes pompes en écailles de tortue, je me retrouve forcément avec les fins de gamelle. Donc, j'aurais pu parler de l'Algérie qui réclame qu'on leur refourgue leur soi-disant bien volé, en gueulant comme un raciste plein comme une barrique interviewé chez Géopolitique Profonde. Mais bon, ça aura tenu 30 secondes, puisque si on fait un échange de bons procédés, nos copains algériens se retrouveraient même pas en quel but, mais sans frontières, ni route, ni pays. Alors après, il y avait comment rester cool les fachos en robe à smoke et collerette, mais la petite Falicon l'a prouvé cette semaine sans qu'on ait besoin de l'écrire évidemment. Mon sujet de prédilection, les bipolaires, l'identité de genre, Juliette Briens me l'a piqué hier. Elle le paiera très cher. D'autant plus que je ne devrais pas vous le dire, mais avant qu'elle débarque à l'Inco, chers auditeurs, elle mettait des tangas arc-en-ciel et s'était tatoué une licorne non-binaire sur le fion. Enfin, il restait ce trafic de kangourous pour régénérer le corps de Brigitte en Jean-Michel, mais je m'en serais voulu d'avoir grillé l'enquête de Borowski qui bosse dessus depuis 3 ans. Bref, j'étais pour ainsi dire à poil, c'est alors que mon migrant préféré, Mathieu Bocoté, a débarqué et m'a donné cette idée. Très bien, alors racontez-nous. J'étais en train de faire mon sport quotidien, l'ascension du Tourmalet sur mon vélo d'appartement en acajou, quand je reçois un message de Mathieu qui me transmet un article du Devoir. Le Devoir, c'est un journal québécois. Et le titre était « La crise climatique quasi absente des films hollywoodiens ». Donc autant vous dire que j'étais bien content d'être assis sur mon vélo sans selle, parce que sinon je dévalais directement les 3 escaliers de mon triplex haussmannien. Alors, comme faut bosser un peu, je suis allé au-delà du titre, c'est pas au prix qu'on me paye que je vais aller plus loin que le chapeau, mais quand même, on découvre qu'il s'agit là d'une étude de chercheurs du Kobe College du Maine, en partenariat avec Good Energy, un cabinet de conseil en environnement de Los Angeles. Alors, ce qui est rassurant, c'est de savoir que les chercheurs américains sont aussi libres et indépendants que ceux de chez nous du CNRS. L'objectif est de savoir si les superproductions hollywoodiennes d'aujourd'hui reflètent la crise climatique actuelle. Et aux surprises, la grande majorité des films ont échoué à la, je cite, vérification de la réalité climatique. On dirait le check news de Libé. Proposé par les auteurs qui ont étudié 250 films de 2013 à 2022. Alors, je vais vous donner un exemple. L'un des rares films qui passe le test, c'est Justice. Ah, ces trucs américains, c'est insupportable. Justice League. Bon, c'est Batman et compagnie, à savoir 2 heures de blaireau masqué sur fond vert. Alors, ça passe le test parce que le personnage d'Aquaman dit à Batman « ça me dérange pas si les océans montent ». C'est pas une blague, c'est véridique. C'est pour ça qu'il passe le test. Alors, vous avez aussi Don't Look Up, qui est la grosse production de Netflix, qui était sortie à Noël 2021. On viendra dessus un peu plus tard. Alors, c'est même étonnant parce qu'on a le sentiment, après tout, c'est peut-être comme l'insécurité en France, c'est-à-dire un fantasme, qu'Hollywood n'est pas en reste sur le sujet du dérèglement climatique. Alors, je vous laisse vos élucubrations de côté, même si on peut se demander par quelle diablerie une gauchiste atterrit à Radio Courtoisie. Mais sur le reste, vous avez parfaitement raison. Si on fait un rapide retour en arrière, depuis le début des années 2000, le climato-pessimisme, on va l'appeler comme ça, est devenu un objet cinématographique qui est de plus en plus prisé à Hollywood. Alors, on peut parler d'Interstellar, d'Avatar, d'Elysium, mais rappelez-vous, il y avait aussi Une vérité qui dérange, un documentaire d'Al Gore, qui était candidat à la présidentielle américaine, qui a reçu l'Oscar du meilleur documentaire en 2006. On peut parler du Jour d'après, en 2004 d'Emmerich, de Waterworld, rappelez-vous cet énorme flop nanar de Costner, mais aussi Mad Max, dont le dernier Furiosa a été présenté à Cannes. Mais si on revient encore en arrière, on a aussi Judge Dredd avec Stallone, Blade Runner, Soleil Vert. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que le changement climatique, c'est devenu un contexte privilégié à Hollywood. Qu'il soit en arrière-plan, ou que ça soit en sujet principal. Et d'ailleurs là, je parle d'une vraie appétence depuis le début du siècle, mais le catastrophisme climatique, c'est pas nouveau au cinéma, puisque le cinéma d'anticipation intégrait déjà les thématiques environnementales dès les années 70. Par exemple, Soleil Vert, de Richard Fleischer en 73. D'ailleurs, qu'on devrait peut-être remonter à nos députés en ce moment qui débattent sur l'euthanasie, parce que c'est également le sujet. Quand on n'a plus personne sur Terre, que c'est un désert aride, que le soleil qui tape, on finit par se bouffer entre nous et éliminer les plus vieux et les impotents. Donc ça sera intéressant. Et donc le point commun entre tous ces films, c'est qu'ils sont pas frappés vraiment d'optimisme. Le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, c'est une catastrophe, et le nouveau monde qui se met en place, c'est pas très réjouissant. Donc le scénario, c'est quoi ? C'est un message d'alerte et de mise en garde à destination des sociétés actuelles. Alors cependant, on peut noter une nouveauté quand même, c'est qu'au fil du temps, les scénarios qu'on qualifie de catastrophes ou d'apocalyptiques semblent devoir se produire dans un futur de plus en plus proche. Si on revient sur les films un peu anciens, Blade Runner, Soleil Vert, ou encore New York ne répond plus, je vous invite à revoir, qui est un chef-d'œuvre de nanar,
on est sur un futur qui est assez loin, c'est entre un demi-siècle et un siècle, si vous voulez. Et à présent, il est plus nécessaire de se projeter dans l'avenir pour proposer une évolution assez sinistre, voire terrifiante. Si on prend en 2012 ou Interstellar, la Terre se transforme en four crématoire, en piscine géante à notre époque. Ouais. Mais là où cette étude nous prend vraiment pour des jambons, c'est que depuis 4 ans à Hollywood est organisé le sommet Hollywood pour le climat, qui rassemble les figures du showbiz, qui, comme chacun sait, voyagent en vélo ou en canoë, plutôt qu'en grosse berline ou en jet privé. Et évidemment, vous avez les économistes et les militants du climat. Ouais. Alors, vous vouliez revenir sur Don't Look Up, vous avez vu mon accent, d'Adam McKay, qui est, selon l'étude, le film parfait. Oui, parce que c'est le film parfait, et qui est en effet le film parfait pour eux, et qui est, c'est pas juste une vanne, tout le sujet du film est ça. Parce que si côté propagande c'est le film parfait, côté cinéma c'est mort de plaine, c'est Waterloo, c'est encore moins funeste. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, voici le pitch rapidement. On est dans un futur proche, 2020, 2000, entre 2020 et 2030 disons, où les États-Unis sont dirigés par une sorte de Trump version greluche, et vous avez 2 astronomes du Michigan qui font la découverte d'une comète qui va percuter la Terre et provoquer l'extinction de la masse. Donc on est là dans un univers saturé par les informations, par les réseaux. Leur message d'alerte ne prend pas, divise évidemment l'Amérique en 2 clans. Les uns qui tentent de sensibiliser à la fin du monde, et puis les autres qui ont le nez dans leurs chaussures, dans leurs pulsions bassement matérialistes. Donc le film dure plus de 2 heures, donc il y avait le temps de poser un scénario bien foutu, malin et intelligent. C'est tout l'inverse, qu'on a affaire à un vrai tract sur pellicule, où tout est stabilité, souligné à outrance. Vous avez le monde qui se divise en 2 clans, les mecs intelligents qui sont sympas, démocrates, qui aiment les migrants et qui étudient le réchauffement climatique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'au fur et à mesure, le héros, c'est plus Bruce Willis avec ses gros bras chevaleresques, c'est le scientifique à lunettes. Dans les films. Et l'autre camp, c'est les Américains beaufs, trumpistes, qui bouffent des glaces, ce qui est pas faux, qui regardent de la merde, ce qui est pas faux, qui pensent plutôt qu'à leur pognon, et qui sont surtout foutus de réfléchir. Donc au lieu de nous questionner, de nous faire réfléchir, ils nous inoculent à haute dose de leur message politique, ce qui est jamais très agréable. Et c'est un peu le problème des Américains, si vous voulez. C'est depuis 30 ans, une grande partie de leur production servent à exorciser leur période Reagan. C'est vrai que période Reagan, c'est pas comme ce qu'ils ont fait de mieux. Et donc ils prennent le spectateur pour leur psy. À une différence près, c'est que là, c'est le psy qui paye, et notamment le psy français, 15 balles, pour entendre l'arc de contrition. Donc autant aller à l'église, c'est gratos, c'est plus efficace. Donc avec Don't Look Up, là on a, je vous rappelle, c'est Netflix qui l'a sorti à Noël, grosse prod avec Mariachi, Tapis Rouge et compagnie. Et donc là, le cynisme de Netflix et de cette néo-industrie hollywoodienne semble avoir atteint un point de retour. C'est le système qui fait son beurre en critiquant le système. Eh bien, merci beaucoup, Arthur de Vatrigan. Plaisir d'offrir. Joie de recevoir. Je vais vous poser une autre question, un peu plus personnelle. Vous allez souvent au cinéma ? De moins en moins, mais oui. Avant, j'y allais 6 fois par semaine parce que c'était mon boulot. Maintenant, j'y vais qu'une fois. Et de moins en moins à cause du temps ou de... Non, parce que j'ai changé de boulot. Ah oui, non, d'accord. Okay. Pour l'incorrect, j'étais critique de cinéma. Ouais. Et maintenant, je suis passé directeur de la rédaction. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même vachement moins fun. Non, parce que je voulais ouvrir la question sur la fermeture des cinémas. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Il y a quand même beaucoup de cinémas qui ferment. Le Bretagne, l'UGC Georges V, maintenant l'UGC Normandie, qui a d'ailleurs une programmation spéciale durant le mois de juin. Est-ce que, alors, on avait reçu Romain Maréchal qui nous disait oui, mais en même temps, c'est un peu le basculement aussi d'une autre consommation. Enfin, c'est une autre consommation en fait. C'est-à-dire que maintenant, on va sur Netflix, sur des plateformes, etc. On n'a plus envie d'aller au cinéma. Il y a aussi le coût d'une séance de cinéma. Vous avez cette réflexion-là ou vous regrettez quand même qu'on ferme les salles ? Je regrette infiniment qu'on ferme les salles parce que un film de cinéma est fait pour le cinéma. Même si vous avez tout le matériel chez vous à disposition, grand écran, tout ça, vous êtes pas dans une salle fermée en noir où vous captez pas et avec des notifications sur votre téléphone qui vous déconcentrent. Donc c'est évidemment, je regrette infiniment que les salles ferment. Ensuite, faut pas oublier ce que c'est que le cinéma, quoi. Le cinéma, c'est vous payez 15 balles pour être séquestré. C'est le principe. Donc vous le faites volontairement, mais il faut que le retour soit investissement soit là. Oui. Et malheureusement, il est pas tout le temps là parce que déjà vous avez beaucoup trop de production. Vous avez entre 15 et 18 films qui sortent par semaine. C'est-à-dire qu'on en sort trop. Mais ensuite, quand les films sont là, au rendez-vous, le public suit. Regardez un petit truc en plus. Je vais parler
le jour de sa sortie, bah, le film est bon, le film est frais, Mm. le film parle des choses d'un sujet qu'on voit rarement au cinéma, à savoir le handicap, mais comme sujet principal. Résultat, il fait plus de 4 millions d'entrées en 4 semaines. Et Ouais. ça fonctionne, et tout le monde va le voir. Mm. Donc voilà. Après, on a beaucoup de salles de cinéma, en tout cas celles dont on est au courant, c'est des salles qui ferment à Paris. Or, à Paris, il y a une consommation de cinéma. Donc je sais pas si c'est dû à une baisse de fréquentation de la salle, Mm. ou si c'est dû à un problème de programmation. Il faut savoir que programmer le cinéma, c'est pire qu'un mercato de foot. C'est-à-dire quand les films sortent, il y a des discussions en amont entre les distributeurs, c'est très très compliqué. Ouais. Et malheureusement, les grands multiplex bouffent tout. D'accord. C'est-à-dire que dans un périmètre à Paris, un cinéma qui a acheté la diffusion d'un film pour la première semaine, la deuxième ou la troisième, le cinéma d'à côté ne peut pas le distribuer. Mm. Et vous savez très bien que, comme partout, il faut des locomotives qui font de la rentrée d'argent pour pouvoir diffuser des films qui sont un peu moins vendeurs, ou en tout cas qui ont un peu moins de promo, et qui sont pas forcément plus mauvais. Ouais. Sauf que comme les multiplex bouffent le film, vous l'avez plus. Donc vous vous retrouvez avec des films qui sont, comme encore une fois, vous avez entre 15 et 18 films qui sortent par semaine, bah, vous entendez pas parler de tous les films, il y a les bandes annonces, vous les avez pas forcément, les critiques, plus personne les lit, et la publicité, bah, forcément, tout le monde ne peut pas en faire. Mm. Et donc, vous passez à côté de films parce que tout simplement, vous ignorez l'existence de ces films-là. Ouais. C'est le problème, c'est le marché, quoi. Bon, écoutez, merci beaucoup Arthur de Vatrigan. En tout cas, nous, on continue d'aller au cinéma. Et petite publicité pour le JC Normandie, allez, pourquoi pas. Il y a donc cette programmation spéciale pendant tout le mois de juin, quasiment, qui vous permettra de redécouvrir des classiques du cinéma, notamment La Cité de la Peur. Voilà, donc c'est Oh, très la sympathique. Cité de la Bah Peur. oui, il faut y aller. Ok, C'est un boumeuse, classique. quoi. Oh non, La mais j'en rêve. Cité de la Ouais, Peur, quoi. ok. Très bien. Un On en classique, reparlera. la Cité de la Bah Peur. évidemment que c'est un classique, enfin. Bon, on débattra la prochaine fois, vous êtes infernal. Merci. Ouais. Il y a des gens qui sont d'accord en régie. Voilà, je ne citerai Ah, mais pas j'aime les bien noms. la Cité de la Peur, mais est-ce que c'est un classique Non, par bah rapport à oui. des films de Fellini, Mais à Dolce évidemment. Vita? Mais c'est Ah bon, d'accord. incomparable. Non, mais Ah bah d'accord. voilà. Bah Non mais bien il faut une sûr. hiérarchie. En France, il y a plus d'ordre, il y a plus de Oh. cases. Ouais, vous avez Voilà, ça raison. c'est comme ça. C'est Infernal. important. Tu vois. Hier, justement, Non, avec mais la feuse Briance qui m'a piqué mon sujet, je suis en train de bouffer votre chrono, là, c'est marrant. vous Et ben on discutait de ça, du génie, du principe de génie. Elle nous expliquait Renault, c'est du génie. Alors Ouais. nous, avec mon camarade Romaric Stangars, on lui disait, bah en fait non, Renault c'est pas du génie. Il y a Beethoven et Mozart avant. Bon, c'est très bien Renault. Oh, vous Mais est-ce êtes qu'on sans peut comparer nuance. Mozart? Mais justement si. Est-ce qu'on peut comparer Mozart, Beethoven et Renault? Bah non, il y en a un, c'est Non. hyper complexe. Mais non, c'est Bah incomparable, voilà. bien sûr, parce qu'on n'est pas du tout. Bon, écoutez, Donc il Arthur. faut des castes, il faut des ordres, il faut tout ça. D'accord. Donc là, c'est de la peur, c'est sympathique, mais bon, Ok, c'est pas Fellini, quoi. très bien. Merci Arthur Voilà. de Vatrigan. Bon, allez, à la semaine prochaine.